Alors qu'on vous le rappelle, on attend Emmanuel Macron On le voit là. Que l'on voit arriver effectivement, vous avez raison général, avec quelques petites minutes de retard sur le programme, voilà, soyons précis. Le voilà donc Emmanuel Macron qui a opté pour un déplacement en voiture pour les quelques mètres qu'il sépare donc de cette place Clémenceau, lui qui vient de l'Élysée. C'est donc là, place Clémenceau, au pied de la statue du général de Gaulle, que ça va démarrer dans un instant, ces commémorations. Écoutez. Non, mais c'est la traversée des Champs-Élysées. Elle est derrière l'escorte. Là. Ouais. Voilà, on vous retrouve Marie Chantray. Marie Chantray, ça y est, Emmanuel Macron qui arrive donc et qui va ouvrir ses commémorations du 8 mai. Oui, avec quelques minutes de retard. Le retard, Emmanuel Macron le pratique régulièrement. Maître des horloges qui est sorti par la grille du coq de l'Élysée, juste à quelques centaines de mètres en effet de cette place Clémenceau. Il sort de la voiture et salue donc sa première ministre. Accueil traditionnel avec la fanfare de la garde républicaine qui entonne ces quelques airs. Cérémonie ultra minutée en effet pour le chef de l'État, entouré de tous ses officiels, notamment le président du Sénat, celle de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et il va y avoir donc ce moment de recueillement, ce dépôt de gerbes, cette sonnerie aux morts, moment traditionnel, moment de commémoration et moment de silence. Je vous laisse écouter. Aux morts. Repos.
Voilà pour cet hommage solennel au général de Gaulle. Emmanuel Macron qui vient ensuite saluer les personnes présentes derrière lui. On l'a vu bien sûr serrer la main de sa première ministre, de la présidente de l'Assemblée nationale. On sait que sont aussi présents sur place le chef d'état-major des armées. Et puis on a Yves de Gaulle, le petit-fils du général. Alors je ne l'aperçois pas ici, Sarah El Haïry et Anne Hidalgo. Voilà. Et effectivement, il est là, Yves de Gaulle. Bien sûr, présence très importante aujourd'hui du petit-fils du général, qui est la mémoire vivante, bien sûr, de son grand-père, général Trinquant. Oui, tout à fait. C'est traditionnel, il y a toujours un échange avec cette famille. Et comme le disait le petit-fils du général de Gaulle, l'ombre portée et le poids historique est assez difficile pour une famille qui porte ce nom-là. Il faut se tenir, disait-il. Et je crois que c'est effectivement ce qu'on peut retenir. Ça doit être assez difficile. Le monsieur avec les lunettes, c'est Jean-Marie Dedeillan, qui est le vice-président de la Fondation Charles de Gaulle. Et on aimerait entendre leur échange. Malheureusement, nos micros ne sont pas tout à fait assez près. Et puis on peut noter un nouveau personnage qui est juste derrière le président de la République. C'est le nouveau chef d'état-major particulier du président de la République, qui est un aviateur, enfin, depuis 35 ans. Non, il y avait une totale injustice. Général, ça y est, on écoute cet échange. Je connais évidemment Page. Je pense que malheureusement, ce ne sera pas comme la dernière fois. Mais je pense que surprise. Mais je pense qu'il serait heureux de vous voir aussi. Je ferai comme il veut. J'aurais essayé d'y aller cet après-midi, on y était avant-hier. Bon, difficilement audible, malheureusement, cet échange avec Yves de Gaulle, le petit-fils du général, et son épouse. Alors, vous satisfaisiez à l'instant, général. Non, mais c'est la première sortie officielle parce qu'il a été nommé à compter du 1er mai. Et c'est un aviateur, pilote de chasse aussi, Fabien Mandon. Et c'est vrai que les aviateurs étaient très peu présents au poste de chef d'état-major particulier ou chef d'état-major des armées. Qu'est-ce qu'ils apportent alors ? Non, mais c'est très important qu'il y ait, si vous voulez, chaque armée a ses particularités, chaque armée, mais c'est bien qu'un éclairage, si vous voulez, différent. Puis je vous rappelle que les aviateurs ont un peu la vue du ciel, donc on a besoin de ça aujourd'hui. Absolument. C'est le lien entre l'espace et les choses terrestres. On parlait avant cela de ce très lourd héritage, bien sûr aussi pour Yves de Gaulle. Franck Ferrand qui représente très bel héritage aussi. Très bel héritage et lourd aussi, lui qui représente aujourd'hui la lignée du général à ses hommages et qu'on voit s'entretenir avec Emmanuel Macron. Oui, alors évidemment, il y a les descendants des grands personnages nous émeuvent parce qu'ils portent un peu des traits sur leur visage de leurs ancêtres et dans leurs veines le sang également. Une petite dimension un peu dynastique, là, enfin c'est très modeste tout de même cette dynastie. Oui, alors on sait qu'il a également un frère, à ne pas confondre d'ailleurs, Pierre de Gaulle, de personnalités différentes. Oui, personnalité différente. Il était aux côtés de la Russie. Il se flatte de poursuivre la vraie pensée de son grand-père et il était à Volgograd pour effectivement fêter et commémorer la fin de la bataille de Stalingrad, très proche effectivement de la Russie de Vladimir Poutine. Donc c'est le quatrième petit-fils de l'amiral. Et donc fils de l'amiral, donc petit-fils du général et frère d'Yves de Gaulle, donc rien à voir et cassure effectivement dans la famille. Mais celui qui représente la famille, c'est bien sûr Yves de Gaulle, qui d'ailleurs très, très aimablement participe à des émissions de télévision pour parler de son grand-père, expliquer et témoigner aussi de son histoire personnelle avec son grand-père, qui est parfois assez amusante. Et il a pris ses distances d'ailleurs avec Pierre de Gaulle. Oui. On l'a entendu tout à l'heure. Tout à l'heure, le commentaire lors de son interview était de façon très très diplomatique. Alors le voici, Nicolas Sarkozy est arrivé alors sur la place de l'Étoile. Pour le coup, on remonte puisque c'est là que Emmanuel Macron se rendra dans un instant après cet hommage au général de Gaulle, place Clémenceau. Donc comment ça se déroule à partir de maintenant, général Trinquant ?
Eh bien, une fois que le président aura terminé de saluer et sa conversation avec le petit-fils du général de Gaulle, il va monter dans sa voiture et remonter les Champs-Élysées avec ce qu'on appelle la grande escorte, et voilà, qui est en place, qui attend avec des chevaux un peu impatients. Et donc, Alors, cette souvent grande les escorte, cavaliers. comment ? Comme souvent les cavaliers, non Oui, les cavaliers sont toujours impatients. Et donc, va remonter jusqu'à la place de l'Étoile. Et à la place de l'Étoile, il passera en revue les troupes, puis saluera, ou je ne sais pas dans quel ordre ça se fait. Et ensuite, bien sûr, viendra déposer une gerbe à son tour, après toutes les gerbes qui ont été déposées depuis 9h du matin devant la tombe du soldat inconnu. alors il ne fait pas que le saluer, hein, le petit-fils du général de Gaulle. C'est un Non, c'est toujours, un long entretien entre les deux hommes. Mais c'est toujours, hein, souvenez-vous, c'est toujours une grande... Parce que je pense qu'il ne doit pas le rencontrer très très souvent, et c'est le moment où effectivement ils peuvent échanger de façon assez informelle, et je pense que le fils du général de Gaulle saisit l'occasion pour pouvoir lui dire un peu toute la mémoire qu'il porte en lui. Mais c'est aussi une caractéristique du président Macron, il prend souvent le temps. Oui, quand il a un interlocuteur comme ça, il prend le temps. Souvenons-nous, au 14 juillet, quand même, plusieurs fois, il va discuter avec des personnes, et ça, c'est une qualité qu'on peut lui reconnaître. Qu'est-ce qu'il représente de particulier ce 8 mai pour Emmanuel Macron, Adrien Gindre? La France n'est pas en guerre, mais elle soutient un pays qui l'est sur le sol européen, et ça, c'est tout de même notable. C'est la deuxième année consécutive, d'ailleurs, qu'on célèbre le 8 mai dans ce contexte. D'une manière générale, les exercices commémoratifs, ce sont des exercices auxquels le chef de l'État se plie volontiers, par fonction bien sûr, mais aussi par goût, parce qu'il a ce goût de l'histoire, de la mémoire, et éventuellement, c'était le point que je soulevais tout à l'heure, de l'utilisation qu'on peut en faire quand il y a des parallèles à dresser avec le monde d'aujourd'hui. L'idée qu'en fait, ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à nos ancêtres et ce qui est arrivé à notre pays, doit être une source d'inspiration, une leçon, et ne jamais oublier pour ne pas que ça se reproduise. Après, vous avez raison, le fait que ça rentre en résonance avec ce qui se passe en Ukraine nous rappelle que, c'est ce que disait Catherine Colonna tout à l'heure, la guerre n'est jamais très loin. Alors qu'on voyait cet échange à l'instant avec... Le vice-président de la Fondation, et on peut imaginer que l'amiral de Gaulle est devant sa télévision. Donc Jean-Marie de Deyan, qui est donc le vice-président de cette fondation. Oui. Le président lui-même en étant Hervé Guémard. Hervé Guémard, oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'on l'a aperçu Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui, oui. Et je parlais donc de l'amiral de Gaulle qui a 102 ans aujourd'hui. Enfin, il a maintenant 102 ans, peut-être pas aujourd'hui, mais il a 102 ans. Oui, donc effectivement... Donc il faut rappeler qu'il participait à la libération de Paris. Oui. Il était dans les unités combattantes, et son père avait beaucoup insisté. D'ailleurs, parfois il disait, mon père ne me favorisait pas du tout pour pas montrer qu'il y avait de favoritisme. Et trop âgé aujourd'hui, sans doute, pour être présent. Voilà, donc on voit le véhicule présidentiel qui va maintenant remonter ces Champs-Élysées sous bonne escorte, général Trinquant. Cette grande escorte, d'ailleurs, c'est son nom officiel. Oui, la grande escorte, 2 escadrons de cavalerie, des motocyclistes de la garde, la musique de la garde. Donc ça fait beaucoup de monde, effectivement. Et on n'a plus tellement l'habitude de voir défiler des troupes à cheval. Donc c'est pour ça que c'était souligné tout à l'heure, l'engouement des Français pour voir cette escorte à cheval reste vivant. Voilà, on vit donc en direct ces commémorations du 8 mai. C'est là qu'il manque un peu des applaudissements, voilà. Ouais. C'est là qu'il manque un peu. Là, il nous manque un fond sonore et spontané de Français. Un peu d'enthousiasme populaire, qui sont venus et qui ont envie d'applaudir parce que c'est toujours beau, parce que la garde républicaine, c'est très beau. Et voilà, ça, effectivement, aujourd'hui, ça nous manque un peu. Et c'est typiquement le moment où ça a lieu d'habitude, ce que je vous disais tout à l'heure. Au-delà de la personne du président de la République, l'escorte est toujours très populaire. C'est très impressionnant et c'est très plaisant à voir. Oui, c'est beau, c'est superbe. On le voit, on est ébahi par cette image. Vous le disiez presque. Oui, alors devant, on voit bien la musique de la garde, la fanfare de la garde, puisque c'est à cheval, avec les 2 timbaliers. Ils sont les seuls maintenant qui ont gardé des timbaliers et des troupes montées. Oui. Ces grands tambours qui sont sur le côté. Et les autres qui sont
accompagné de beaucoup de trompettes, en fait. Les trompettes de cavalerie qui ont une sonnerie un peu plus haute que les clairons de l'infanterie. Évidemment, on ne peut pas comparer les deux événements dans leur importance entre le couronnement et le sacre d'un roi d'Angleterre et une simple cérémonie commémorative du 8 mai. Mais enfin, tout de même, à 48 heures d'écart, le moins qu'on puisse dire, c'est que... Il y a un côté vase clos qui est assez parlant. saisissant. Solène Rioux, d'ailleurs, a une belle vision d'ensemble sur ce moment. Bonjour Solène, vous vous trouvez avec Vincent Burga sur la terrasse, une terrasse qui surplombe les Champs-Élysées. Et vous voyez arriver Emmanuel Macron un petit peu dans ce vase clos, comme on disait à l'instant. Je vous avoue que pour l'instant, une superbe vue sur l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais qu'on devrait apercevoir d'un instant à l'autre. Mais je pense que vous avez encore de meilleures images que nous avec Vincent, Florence. Mais en tout cas, on est plutôt dans les temps. Oui, Emmanuel Macron qui avait du retard tout à l'heure, mais qui remonte donc en ce moment même, accompagné donc cette grande escorte, vous l'avez dit, de la garde républicaine, à cheval et également sur les côtés. Alors il va ensuite déposer, vous le savez, une gerbe, il va raviver la flamme de soldat inconnu sur cette place d'étoile du général de Gaulle, arrivée prévue dans quelques minutes, aux alentours de 11h. Donc on est plutôt dans les temps. Et on doit un petit peu mieux l'apercevoir d'ici quelques secondes, j'espère. Voilà, Solène, on est venu vous voir avec quelques minutes d'avance, effectivement, et puis on a des petits problèmes de connexion aussi avec vous, mais on le voit, donc les officiels attendent, on aperçoit Nicolas Sarkozy, notamment François Hollande n'est pas là, et c'est notable, bon, il s'est excusé, l'ancien président de la République, et cette avancée au pas du trot des chevaux. Au trot des chevaux, et alors pour faire le parallèle avec le couronnement du roi Charles, la garde républicaine est jumelée avec la garde à cheval du roi, et ils ont des exercices communs, avec bivouac, etc., qui commémore un petit peu l'ancienne cavalerie. Mais donc c'est l'équivalent de la garde royale, c'est la garde républicaine. Voilà, avec un petit cheval qui a fait un écart. C'est les chevaux qui attendent longtemps. Oui, on en voit un qui piaffe. Mais ils sont très énervés parce qu'ils ont attendu longtemps sans bouger. Et donc quand on les fait partir au trot, ils ont envie de partir au galop. Juste un mot sur la comparaison tout à fait possible entre le couronnement du roi Charles III et la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous rappelle juste que le président a été élu, ce qui n'a pas été le cas du roi. Je voulais juste rappeler ce petit fait. Je voulais juste rappeler le parallèle entre les deux gardes, je rappelle. Pas du tout. Moi, je voudrais dire une chose, parce que Dominique évoque les deux gardes, c'est la force des Franco-Britanniques. Lorsque les deux armées travaillent ensemble avec un même but politique, ces armées sont redoutables. Dominique et moi, nous avons servi dans la force de réaction rapide franco-britannique, qui était le prélude à la fin de la guerre d'ex-Yougoslavie, avant les accords de Dayton. Et ça, c'est une chose très importante. Lorsque les Français et les Anglais sont unis derrière une cause commune, ils sont absolument redoutables, tant sur le plan politique que sur le plan militaire. Alors on aperçoit tout de même quelques personnes sur les bords de ces Champs-Élysées. On sait que les riverains, bien sûr, tout de même sont autorisés à passer. Il y a aussi les employés des commerces des Champs-Élysées. Alors ça donne vraiment l'impression de spectateurs épars. C'est vrai que c'est une impression étonnante. Oui, Franck Ferrand. Je rebondirai sur cette expression, il a été élu et le roi ne l'a pas été. C'est peut-être, entre guillemets, le problème. C'est que lorsqu'on... Le problème, je ne sais pas. Le problème, je ne sais pas, monsieur. Pour le président... Alors, on a senti une défente au débat entre royalistes et républicains ce matin. C'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et la République. Je crois que l'Angleterre n'a aucune leçon de démocratie à recevoir. Simplement, le fait que le roi ne soit pas élu fait qu'il n'appartient à aucun des partis et à aucune des fractions de l'opinion. Tout le monde peut se reconnaître en lui. Oui, mais on peut être républicain et britannique aussi et vouloir une république. Et d'ailleurs, il y en a certains qui ont opposé je ne suis pas en train de défendre l'idée là de la royauté. J'explique simplement que, évidemment, le président de la République, parce qu'il est élu et parce qu'il est un leader politique, est beaucoup plus exposé qu'un souverain qui, lui, de toute façon, n'entre jamais dans le débat. Certes, mais avec effectivement, et c'est ce que je voulais souligner, Franck Ferrand, cette nouveauté, ou en tout cas ce qui se ressentait moins avec Élisabeth II, de manifestations, d'opposition à la monarchie, y compris sur le passage du roi Charles. Il n'est donc plus tout à fait protégé des polémiques. Bon, même ça, c'est très anecdotique. Là, oui, alors au Pays de Galles, ça l'est pas, mais bon, effectivement. Mais c'est un autre débat, puisqu'on revient quand même à notre 8 mai 45. Oui,
pour revenir, juste un mot, ce qui m'a frappé dans le couronnement hier, c'est aussi le Commonwealth, la présence du Commonwealth. C'est-à-dire la façon, il faut rappeler que le Commonwealth n'existait pas au moment où la reine Elisabeth a été couronnée. Il a existé après, puisque c'est au moment des indépendances. Et aujourd'hui, le Commonwealth était présent autour. Et c'est quelque chose qu'on a du mal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est cette différence qui existe entre le pouvoir politique et le pouvoir qui est plus symbolique. Allez, on en revient à notre Ce que les Français ne République. comprennent pas toujours. Hein. Oui, on en revient à notre République et à cette arrivée de la grande escorte. Bastien Auger, vous l'apercevez, vous qui êtes sur la place de l'Étoile. Oui, exactement. On est en haut des Champs-Élysées et ça y est, on voit arriver vers nous donc la voiture du président de la République et donc la grande escorte mixte composée à la fois, vous le savez, de chevaux, de motos, de la garde républicaine. Donc accueilli ici sur la place de l'Étoile par la première ministre, par quelques membres de son par le gouverneur militaire de Paris, par le chef d'état-major des armées, aussi avant d'aller passer en revue les troupes. Vous savez, ce sont les élèves des différentes écoles militaires qui sont postés tout autour de l'Arc de Triomphe, donc, et devant lesquels le président va passer comme chaque année, avant d'aller, comme le veut la tradition, raviver la flamme du soldat inconnu, rendre hommage, déposer une gerbe. Alors, c'est la question évidemment que vous vous posez. Ici, là où on est, il y a un grand périmètre de sécurité qui a été mis en place. Bon, il y a toujours un périmètre de sécurité, tous les ans, mais là c'est vrai qu'il est particulièrement ample et donc c'est très calme. Il n'y a personne ici si ce n'est les journalistes et les invités officiels. Ils sont un petit peu moins de 1000, des élèves, des anciens combattants et puis beaucoup d'élus aussi, de représentants du corps diplomatique et militaire. Merci beaucoup Bastien. On écoute la bande sonore de cette remontée des Champs-Élysées un instant. Général Trinquant, on entend, vous nous dites un air de cavalerie. Oui, c'est un fanfare de cavalerie qui est très caractéristique avec des trompettes et des caisses. C'est à peu près tous les instruments qu'on peut jouer quand on est à cheval. Il faut rappeler que quand même le violon à cheval. Voilà, exactement. Quand on est à cheval, c'est un peu compliqué au trot d'arriver à faire de la musique en même temps. Donc ça demande un gros entraînement. Et vous avez vu que l'escadron et la fanfare qui étaient devant se sont écartés pour laisser passer l'escorte motocycliste et maintenant la voiture. Alors, vous ne les avez pas vus nous rejoindre en plateau, mais ils sont bien là. Alors, on a Xavier Giacomoni, notre chroniqueur international, et puis Julien Arnaud, journaliste politique LCI, bonjour, qui nous avait rejoint. Et puis le commandant Rudy également. Bonjour commandant, bonjour, merci d'être là. Alors, vous êtes officier de l'armée de terre et vous avez effectué des missions, beaucoup de missions au Sénégal, au Mali, en République centrafricaine. Vous avez servi pour des missions de contre-terrorisme, comme l'opération Sentinelle, mais aussi Barkhane au Sahel. Et c'est bien sûr votre expérience d'homme de terrain qui va nous être utile aujourd'hui également, alors qu'on voit Emmanuel Macron arriver donc près de l'Arc de Triomphe sur cette place de l'Étoile pour la suite de ces commémorations qu'on suit en direct sur LCI.
Présentez. Armes. Au mort. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau
suénite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens crèvent les nids, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Voilà, vous venez d'entendre ce magnifique, toujours aussi émouvant chant des partisans, entonné par le chœur de l'armée française, juste après la Marseillaise aussi, bien sûr. Commandant Rudy, il a 80 ans, ce chant, bientôt. Vous qui êtes un jeune officier de l'armée de terre, quelle émotion il procure en vous aujourd'hui ? Alors c'est vrai que c'est toujours un moment fort, à la fois la Marseillaise et le chant des partisans. Je pense que ce chant nous rappelle simplement que si l'armée française, et l'armée de terre en particulier, a eu un rôle clé dans la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945, les résistants français ont aussi eu un rôle de première importance. Donc la population civile qui s'est levée contre l'occupant, donc a eu un rôle clé dans la victoire finale du 8 mai 1945. Là, c'est le cœur de l'armée française, un détachement en tout cas, qui était dirigé par le lieutenant-colonel Aurore Tillac, qui interprétait ce chant des partisans, dont la musique est d'Anna Marly et dont les paroles, évidemment, sont de Kessel et Druon. Il y a un livre de Dominique Bonnat qui vient juste de sortir, qui s'appelle Les Partisans, qui raconte toute l'histoire de ce chant extraordinaire. Alors qu'on voit Emmanuel Macron, général Trinquant, saluer les anciens combattants présents autour de cette flamme qu'il vient de raviver. Voilà, exactement. Alors tous les anciens combattants, donc je note que maintenant il y a une tenue presque uniforme, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Avant, comme dans tout bon village gaulois, on avait un peu toutes les tenues. Maintenant, on a tendance à aligner un peu les tenues. Mais effectivement, les anciens combattants, on le soulignait tout à l'heure, la flamme est ravivée tous les soirs à 18h30. Oui. Donc tous les soirs à 18h30, il y a une association qui est présente. Alors pas toujours des anciens combattants d'ailleurs, mais il y a toujours quelqu'un qui est présent. Et le général qui est à sa droite, c'est le général de Saint-Chamas, qui est en même temps gouverneur militaire des Invalides et qui également préside ce glaive. Oui, le glaive qui permet effectivement de tourner la plaque pour avoir un appel et avoir ravivé la flamme qui remonte
plus à ce moment-là. Et donc, c'est lui qui est chargé de l'organisation de ces cérémonies tous les soirs. Et il faut savoir que toutes sortes de citoyens peuvent participer à cette cérémonie. C'est quotidien, il suffit de s'adresser au comité de la flamme et vous pourrez ranimer la flamme du soldat inconnu. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait, oui. Qu'est-ce que ça procure alors justement comme... je ne pense pas qu'il y ait en France d'endroit plus intensément émouvant que celui-ci. Vous avez l'impression de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés non seulement pendant la Grande Guerre, mais aussi pendant tous les conflits. Alors là, Emmanuel Macron est en train de signer le livre d'or. On va peut-être voir ce qu'il y est inscrit. Généralement, juste sa signature. Qu'est-ce qui lui est présenté à ce moment ? Alors écoutez, moi, vu de loin, je ne sais pas. On dirait une plaque commémorative de l'événement. Commémorative, mais... Donc on ignore... Le général de Saint-Chamas a dû faire graver une plaque pour la circonstance. C'est le centenaire de la flamme, oui, tout simplement, voilà. 1923-2023. Voilà. Ça doit être la plaque du centenaire. Un anniversaire. On célèbre aussi, on commémore plutôt les 80 ans de la mort de Jean Moulin. Alors on parlait de ce chant des partisans, commandant Rudy il y a un instant. C'est la résistance française qui a l'honneur aussi aujourd'hui en ce 8 mai 45. C'est important de se rappeler que cette victoire des Alliés elle a été rendue possible par tous ces Français, ce peuple de l'ombre, comme on disait de l'expression d'André Malraux, qui s'est levé pour rendre possible la victoire. Oui, tout à fait. Comme je le disais il y a quelques minutes, cette victoire n'a pas été permise que par les armées. Et Jean Moulin, c'est cette grande figure civile de la résistance. C'est ce délégué de la France libre en métropole qui a unifié au sein du Conseil national de la résistance tous les mouvements de résistance, qui a été arrêté, torturé et qui est mort quelque part entre Berlin et Paris, justement parce qu'il faisait partie de ces civils qui ont refusé la défaite et qui ont refusé de se soumettre à l'Allemagne nazie. Alors que vous voyez tous ces officiels présents sur place, notamment Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, qui continuent de saluer le comité de la flamme, notamment les porte-drapeaux à l'instant. Les porte-drapeaux, les anciens combattants qui ont toujours un drapeau symbolisant l'association dans laquelle ils sont. Vous voyez, c'est intéressant de voir un jeune qui porte ça. Alors, comme il y a... Je répète, les anciens combattants aujourd'hui, les dernières guerres, la guerre d'Algérie globalement, et puis il y a toutes les opérations extérieures, où il y a des très très jeunes anciens combattants, mais il y a aussi des jeunes qui décident de perpétuer cette mémoire et de porter les drapeaux. Vous avez raison, Général Trinquant, puisque dans les tribunes seront présents aussi ce qu'on appelle les associations patriotiques. Et vous avez notamment une association de mémoire avec des jeunes de Saint-Leu-d'Esserand qui se situe dans l'Oise, où on forme en quelque sorte les jeunes porte-drapeaux. Donc c'est intéressant d'avoir aussi cette figure de la jeunesse, quand on sait aussi que, et vous en parliez tout à l'heure, il y a une transmission, la commémoration, ce sont les jeunes. Quand vous allez au monument aux morts, c'est vos parents, vos grands-parents, les non inscrits, vous en parliez. C'est intéressant. C'est ça aussi les commémorations du 8 mai dans chaque village et dans chaque ville. D'où l'importance d'avoir effectivement ces jeunes. Petite parenthèse, on parlait du chant des partisans ici en plateau, ce hymne de la résistance. Émouvante aussi cette sonnerie aux morts qu'on entend à chaque fois. Et la première fois qu'elle a été jouée dans sa version française, j'allais dire, puisqu'on le connaît aux États-Unis notamment, c'était le 14 juillet 1931 à l'Arc de Triomphe. Alors qu'est-ce qu'on entend là en ce moment, Général? On est encore dans un air... Alors écoutez, celui-là, je ne le reconnais pas. Pas vraiment identifié. Vous savez, le répertoire des musiques militaires est très très vaste. On a tendance à ne plus jouer maintenant que des airs depuis l'Empire jusqu'à nos jours, mais ça fait quand même une palette très très large. Tout à l'heure, il y avait, lorsque le président passait en revue les troupes, il y avait une musique qui a été reprise par l'école militaire interarmes et qui est à l'origine sur un poème écrit par un parachutiste français, Zirnald, qui est mort et qui faisait partie des forces françaises libres. Je peux juste poser une question générale. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui sont encore vivants aujourd'hui? C'est pas une colle, mais en fait c'est très important parce qu'on le voit sur la transmission. Ouais. C'est vrai on voit tous ceux qui ont été déportés, qui partent évidemment. Par définition. Ils sont très
très anciens et dont le contact avec les plus jeunes était si important. Donc au fond, si on n'a plus de grands-pères, d'arrière-grands-pères, je le disais tout à l'heure, pour nous raconter la guerre, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais c'est ils sont probablement très peu, ça c'est une colle pour moi, j'allais vous le dire. Mais en revanche, comme vous le disiez, la transmission souvent des grands-parents aux petits-enfants, plus que des parents aux enfants, est extrêmement importante. Et moi j'ai un de mes petits-fils qui était à Auschwitz il n'y a pas longtemps, et ma fille lui a fait lire les textes de mon grand-père, libéré d'Auschwitz, qui avait rédigé une 20aine de pages pour raconter le calvaire d'Auschwitz. Et c'est comme ça que c'est transmis, et d'où le rôle extrêmement important des écoles et des municipalités pour associer ces enfants à cette histoire. On sait en tout cas qu'il n'y a plus personne de vivant dans le Conseil national de la résistance. C'est pour cause, mais ceux c'était des gens qui tous étaient des hommes mûrs. D'après Internet, ça c'est l'avantage maintenant, on sait qu'il reste environ 35 000 anciens combattants de 39-45. Ouais, on parlait de ce rôle auprès de la jeunesse, et les armées en général et l'armée de terre en particulier ont ce qu'on appelle les classes défense citoyenneté, donc c'est-à-dire que des régiments, je crois qu'il y en a environ 400 pour l'armée de terre, parrainent des classes du collège au lycée, dans le but de partager le métier de militaire, mais également dans une dimension de devoir de mémoire. Et en France, c'est la musique de la 2e DB, pardonnez-moi, qui est en train d'être jouée. En France, il n'en reste vraiment plus beaucoup, quelques-uns seulement. Quelques-uns, oui. Alors qu'on voit Emmanuel Macron qui continue de saluer un à un ses porte-drapeaux, la flamme étant ravivée, quelle est la suite maintenant de ces commémorations du... Alors là le président, donc après avoir vu tous les gens qui sont réunis autour de la flamme, et comme toujours, le président parle beaucoup avec les gens qui sont autour, je pense qu'il va aller après saluer les personnalités qui sont plus en retrait. Vous voyez, intéressant de revoir tous ces jeunes qui viennent et qui veulent participer et veulent perpétuer cette histoire. Commandant Rudy, alors la guerre, elle est à la fois lointaine pour nous et puis proche aujourd'hui géographiquement, puisque la guerre est de retour sur le sol européen avec l'invasion russe en Ukraine. C'est aussi pour ça que ce type de commémoration, il est si important de continuer à les faire, de perpétuer cette mémoire. Oui, tout à fait. Ça, je pense que ce type de cérémonie rappelle à tout le monde que la paix est une construction de tous les jours. Et que entretenir une armée, entretenir une défense crédible participe à l'entretien de cette paix que nous avons la chance de vivre aujourd'hui en France. Vous qui avez combattu au Sahel, c'est bien ça, dans l'opération Barkhane. Aujourd'hui, cette opération, le chef de l'État y a mis fin. L'engagement de la France dans la région, en tout cas, prend une forme différente. C'est quoi aujourd'hui ce rôle de l'armée française concrètement sur le terrain, les nouveaux défis qui se présentent à elle? Alors le rôle profond n'a pas changé, c'est-à-dire que nous combattons toujours le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Ce qui a évolué, c'est les armées dans cette région vont beaucoup plus s'orienter vers la formation de nos partenaires sur place, les forces armées nigériennes, les forces armées tchadiennes, pour les accompagner, leur transmettre nos savoir-faire, pour leur permettre elles-mêmes de restaurer la sécurité sur leur territoire. Oui, Xavier Giacomoni. Le rôle de l'armée française, c'est aussi de protéger nos compatriotes, où qu'ils soient dans le monde. Et on l'a vu récemment, on a un exemple dans l'actualité, c'est l'évacuation de la capitale du Soudan, l'évacuation de Khartoum, qui a été extrêmement compliquée, mais qui a été menée de main de maître par les armées françaises, parce qu'il y avait aussi une frégate de la marine qui a participé à Port-Soudan à l'évacuation de ressortissants de tout pays. D'ailleurs, il n'y avait pas que des Français, il y avait 200-250 Français sur 800 à 900 personnes. Et une évacuation aussi au
au nord de la capitale de Khartoum par l'aéroport, un petit aéroport qui était très très dangereux à rejoindre, où un soldat des forces spéciales d'ailleurs a été blessé pendant cette opération sous le feu des deux milices d'un côté, armées régulières qui s'affrontaient. Et ce qui est à noter, c'est qu'en fait, cette opération a été extrêmement saluée à l'étranger, par la presse étrangère, notamment The Economist et d'autres journaux, un petit peu moins chez nous, comme si finalement c'était normal que nos soldats se comportent de cette manière-là. Et tous les pays n'ont pas mis en œuvre d'ailleurs d'opérations. Oui. Et sans faire de concours, les Britanniques ont été beaucoup moins efficaces et ont dû se reposer sur nos forces. Oui, parce qu'on a évacué nous-mêmes des ressortissants britanniques. Très peu de pays sont capables de mettre en place ce type d'opération. Et je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Et je suis très fier d'appartenir à une armée qui est capable, dans l'urgence, de mettre en place ce type de dispositif. Et vous avez raison de souligner on en parle assez peu en France. J'ai lu un article extraordinaire dans lequel il y a un Allemand évacué de Khartoum et qui terminait en disant « Je veux être français ». Parce que tellement il applaudissait la façon dont les forces françaises, et pourquoi elles se déploient aussi facilement aussi, il faut le rappeler, c'est parce que la France est présente dans beaucoup sur des bases en Afrique. Je voudrais citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, Djibouti, et ça permet d'avoir un maillage complet sur lequel les Européens comptent beaucoup. Toutes les évacuations de ressortissants en Afrique, quasiment, reposent sur les armées françaises. Et les autres Européens en sont parfaitement conscients. Et ils trouvent ça tout à fait normal. Et ça permet à la fois de projeter des forces de France, les avions A400M par exemple qui ont été projetés à Djibouti, mais d'utiliser aussi les forces prépositionnées, comme c'était le cas à Djibouti, pour pouvoir intervenir très rapidement et de façon très efficace effectivement. Et il est dommage effectivement que cette opération était plus saluée à l'étranger qu'en France. On écoute un instant ces échanges en cours. Dans les pensionnaires des Invalides. Dans les pensionnaires des Invalides. Alors attendez, on va voir si on arrive. Je crois demain ou après-demain. C'est comme des sur lui, avec l'équipe du gouverneur ancien, et dit qu'on lui fasse part de ma disponibilité. Aime beaucoup parler avec tous les gens qu'il rencontre. Et donc, c'est pour ça que ça dure assez longtemps, généralement, de saluer les porte-drapeaux, etc., mais d'aller discuter avec nos anciens invalides, qui, je le rappelle, sont des blessés, gravement blessés, et qui sont soignés. Alors, les pensionnaires des Invalides, en fait, votre micro était coupé pendant cette intéressante intervention, puisqu'on écoutait la musique, mais donc réexpliquez-nous bien ce Je disais que les pensionnaires des Invalides sont donc, il y a un petit nombre, il y en a 200, 250, je crois, qui sont soignés aux Invalides, qui est un hôpital. Alors c'est le beau monument qu'on voit les Invalides, mais c'est aussi un hôpital. Et le médecin-chef qu'on voyait tout à l'heure, qui dirige les équipes médicales, et à côté, le général de Saint-Chamas, qui étant gouverneur des Invalides, chapeaute les Invalides. Et tous ces anciens sont des anciens qui ont été particulièrement gravement blessés, vous les voyez sur des chaises roulantes, avec le drapeau des Invalides, et qui représentent... Bien sûr, tous ces anciens blessés là, c'était le général Bonnet qui s'occupe des anciens des troupes de marine. Oui, parce qu'on ne commémore pas aujourd'hui qu'un souvenir lointain. On rend aussi hommage à tous ceux qui sont morts pour la France au cours de ces nombreuses opérations militaires sur tous ces théâtres divers et variés. Le Sahel notamment, commandant Rudy, le tribut de la France a été lourd tout de même au cours de ces années d'opération. Oui, comme dans toutes nos dernières interventions, que ce soit le Kosovo, l'Afghanistan, l'Irak ou le Sahel. Donc nous perdons des frères d'armes là-bas qui laissent leur vie pour servir des intérêts plus grands, les intérêts du pays bien sûr, mais également le combat contre le terrorisme, qui est un enjeu fondamental de l'époque dans laquelle nous vivons. 58 morts pour l'armée française lors de ces opérations au Sahel. Lorsque j'y étais en 2018, nous avons perdu 2 de nos soldats là-bas.
le brigadier chef d'Hernancourt et le chef Émilien Mougin. Ce qui fait, vous parliez de la sonnerie aux morts tout à l'heure, des musiques qui ont toujours dans nos cœurs de soldats une résonance particulière. Bien sûr, bien sûr. Franck Ferrand ? Pour les personnes qui prendraient la retransmission un peu tard ou qui l'auraient prise tard, rappelons tout de même que nous célébrons le 8 mai 1945, c'est-à-dire cette signature qui a eu lieu entre le 7, le 8 et le 9 mai, l'une à Reims, l'autre à Berlin à la demande expresse de Staline et qui mettait fin à la guerre en Europe par la capitulation de l'Allemagne nazie. Cette cérémonie, elle marque donc la fin de la Seconde Guerre mondiale pour l'Europe. Il faudrait aussi, je pense qu'on nous en voudrait de ne pas l'avoir fait, signaler les massacres de Sétif qui ont eu lieu ce même 8 mai 1945, à l'occasion d'ailleurs des célébrations de la paix. Il y a eu des manifestations indépendantistes en Algérie, dans la région de Constantine, qui ont donné lieu à un terrible massacre. On oublie souvent de le signaler, il faut le faire, je pense. Là-dessus, peut-être, Xavier de Giacomoni. Non, moi, ce que je relevais tout à l'heure à propos du chant des partisans, c'est le côté universel de ce chant, qui a été créé au départ par une compositrice russe, exilée d'abord en France, Anna Marley, et puis ensuite à Londres, sur des paroles donc, de Joseph Kessel et Maurice Druand, vous le disiez. Et une nouvelle parole que leur a demandé l'Astier de la Vigerie. Les premières paroles étaient en russe. Exactement, oui. Et la portée universelle, c'est évidemment, on pense à la guerre en Ukraine. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. C'est ce qui se passe aujourd'hui, tous les jours en Ukraine. D'une part, dans l'armée régulière face aux Russes, et puis aussi dans les poches de résistance qui existent. Je pense notamment à la ville de Militopol, un petit peu en Crimée aussi, et plus à l'est dans le Donbass, où cette histoire de la victoire contre le nazisme résonne de manière très particulière, parce que beaucoup d'Ukrainiens ont l'impression de revivre cette période d'oppression et d'occupation dans les oblasts qui sont aujourd'hui en partie aux mains des Russes. Et c'est aussi, on peut dresser aussi le parallèle, on parlait de Jean Moulin, bien sûr, il lui sera rendu un hommage appuyé par Emmanuel Macron cet après-midi à Lyon, à la prison Montluc. On peut dresser le parallèle aussi avec ces réseaux de partisans. On sait qu'ils existent en Ukraine, ils sont discrets, certaines actions ont lieu, ne sont pas revendiquées et semblent être l'œuvre de ces réseaux-là, qui sont eux dans l'ombre et qui préparent aussi une potentielle contre-offensive ukrainienne. Ils ont été beaucoup à l'œuvre, notamment dans la région de Kherson, qui a été libérée par les Ukrainiens, et les réseaux de partisans, mais des civils, mais vraiment comme on pouvait en trouver au temps de la résistance française, des gens qui n'étaient absolument pas destinés à ça, mais qui ne pouvaient se résigner à voir leur pays tomber entre les mains de l'occupant. C'est pour ça que moi je parle vraiment d'occupants, les Russes, et de résistants, certains Ukrainiens qui, au péril de leur vie, beaucoup sont morts, essaient d'aider l'armée régulière à agir sur le territoire comme pouvaient le faire les résistants français, et ensuite, lorsque ça s'est structuré, les forces françaises libres de la résistance. Alors, on voit que ceux qui serrent la main du président de la République, là c'est un de mes camarades de promotion. Ah, très bien, c'est vrai que vous le connaissiez. Que je connais, qui s'occupe bien, des OPEX en fait. Et donc ils en profitent pour passer les messages qu'ils ont envie de passer. Je ne connais pas le message qu'ils ont envie de passer. Peut-être qu'il vous le dira. Peut-être, je lui demanderai après en tout cas. Mais ils en profitent évidemment parce que le président se rend disponible là pour recevoir ces messages-là. Ce qu'on appelle avoir l'oreille du président, ce n'est pas si fréquent. C'est un moment important pour ces personnes aussi. Oui, bien sûr, parce que rencontrer le président de la République et avoir le temps de lui parler 2 ou 3 minutes comme il vient de le faire et de passer le message directement qu'il a bien préparé, c'est quand même une occasion assez unique. Et on a bien vu que le président s'était retourné vers le général de Saint-Chamas parce qu'il y a probablement un sujet à régler. Et voilà, il faut le prendre en compte. Notez ceci, on en parlera. Voilà, exactement. Oui, c'est un moment important pour l'armée française d'aujourd'hui. On le disait, bien sûr, le moment effectivement qu'on est en train de vivre, ce 8 mai, ces commémorations du 8 mai 45. Vous avez recentré le débat, Franck Ferrand, vous avez bien raison de le faire. C'est une victoire pour les Alliés, pour la France aussi, ce jour-là. C'est une fête qui reste très importante,
et qu'il l'est encore plus dans le contexte que l'on vit aujourd'hui, bien sûr. Julien Arnaud, Emmanuel Macron, le chef des armées. La France n'est pas en guerre directement, mais la France soutient aujourd'hui un pays en guerre. Oui, et puis vous avez eu tout ce qui s'est passé politiquement sur les lois de programmation militaire, l'augmentation du budget. Ça, le président de la République a beaucoup insisté. On avait vu effectivement Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Là, c'est salut au cœur de l'armée française, si je ne m'abuse. Aurore Tillac, oui. Voilà. Et ensuite, il y aura, vous le disiez, la suite du programme, c'est le salut aux autorités militaires et aux autorités politiques qui sont présents dans les tribunes. Tribunes dans lesquelles on retrouvera des citoyens, des collégiens, des lycéens venus d'un petit peu partout en France. C'est aussi une étape importante dans ce qui est en train de se passer. Pardon ? Là, Chef d'état-major des chef d'état-major. C'est un très bon exercice. Merci. Merci. Pour un très vite tantôt cette semaine. Je te dis en fait. Oui. Merci. En général. C'est pas dur, c'est beaucoup. C'est bon. En général, comment allez-vous ? Bon, j'ai appris pour ce matin ce qui s'était passé en Guyane. Sous-officier, on n'a pas de nouvelles. Bon. Un soutien en tout cas. Et merci du travail qui est fait dans le cadre de la LPM. Merci, monsieur le président. Très bonne chose, je suis content de voir que vous avancez. Merci en général. Général, comment allez-vous ? Très bien. Comment va notre... On a été le voir, j'ai pris des nouvelles ce matin, donc il se remet à une vitesse incroyable. C'est vrai, il paraît qu'il a un moral d'acier. Oui, il va pouvoir aller à Lorient dès cette semaine. Il n'y a pas de séquelles, en tout cas pas de séquelles importantes, et il garde un moral fantastique. Pas de problème aux vertèbres. Fantastique. Bon, ce qu'on vient de voir, c'est Emmanuel Macron qui a salué le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhard. Voilà, le chef d'état-major de l'armée de terre, là, le chef d'état-major de la marine. Je voudrais juste signaler que les armées sortent d'un exercice majeur qui s'appelle l'exercice Orion, qui n'avait pas été fait depuis 30 ans, je crois. 1987. Voilà. Donc, vous y avez participé ? Tout à fait, j'en reviens, j'y étais la semaine dernière encore. Très bien, très bien. C'était un test grandeur nature de nos capacités à combattre dans une guerre similaire aussi à celle que connaît l'Ukraine. Comme le disait le commandant, on ne l'avait pas fait depuis 1987, ça veut dire qu'on revient à des exercices qui permettent de tester la haute intensité et l'ensemble des capacités interarmées. Maintenant, je vais laisser un acteur en parler. Allez-y, donc, en fait, cet exercice, comme on l'a dit, n'avait pas eu lieu depuis un certain nombre d'années et il correspond à l'ambition politique de la France qui est d'être nation cadre au sein de l'OTAN et de commander ce qu'on appelle un corps. Donc un corps, c'est environ 60 000 hommes. Et dans ce corps, de fournir une division française, environ 20 000 hommes. Et donc cet exercice avait pour but d'entraîner le corps de réaction rapide français à commander à la fois une division américaine et une division française qui intégrait en son sein une brigade britannique et plusieurs brigades françaises. Est-ce que les résultats ont été concluants à la hauteur des attentes ou est-ce qu'on prend conscience aussi du chemin qu'il reste à parcourir Alors il y a bien évidemment un grand chemin à parcourir. Maintenant les résultats sont en train d'être analysés. Oui. Et pour en tirer ce que nous aimons appeler le rétex, le retour d'expérience, afin de pouvoir s'améliorer et être à la hauteur de l'attente politique en ce qui concerne l'outil militaire. Pour être clair, vous vous êtes retrouvés à faire la guerre. On s'est retrouvés à 12 000 soldats sur le terrain, avec une difficulté qui était d'avoir à la fois ces 12 000 soldats sur le terrain, mais aussi toute une part de soldats simulés. En tout, il y avait environ 75 000 soldats entre les soldats qui étaient réellement déployés sur le terrain et ceux qui étaient simulés sur divers outils de simulation. Et toutes les capacités ont été expérimentées. Le débarquement amphibie, les opérations aériennes, ça s'est terminé par les chars. Les combats urbains même. Oui, bien sûr, le combat urbain, tout a été testé et naturellement, tous les exercices, même s'ils se déroulent bien, on doit en tirer beaucoup d'enseignements. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça depuis très longtemps. Comme me l'avait dit gentiment le général Burkhardt une fois, il m'avait dit, mon général, il faut qu'on réapprenne ce que vous faisiez avant 90 et qui avait été complètement oublié. Est-ce qu'on pensait peut-être ne plus avoir à faire ? Bien sûr. On voit les choses quand même différemment avec la guerre en Ukraine. Alors, aujourd'hui. Je ménage le fait, les dividendes de la paix, c'est une vision politique des choses. Les militaires ont toujours dit, attention, il faut continuer à s'y préparer. Et si la
l'armée française est aujourd'hui capable de le faire, c'est parce que nos chefs d'état-major ont réussi à maintenir des échantillons de tout ce qu'on sait faire. Et maintenant, le problème, c'est de passer, alors il y en a qui sont plus des échantillons, mais des échantillons à la taille réelle, plus les nouveautés dont on parlait, les drones, l'espace, etc. Alors qu'on vous rejoint tout de suite, Bastien Ogier, on voit Emmanuel Macron qui prend votre direction, la tribune des invités, des officiels. Oui, alors là, il prend la direction en effet de la tribune officielle, donc où se trouvent les invités, principalement les élus. Il y a son gouvernement qui est présent ici. Il y a les députés aussi, le député de plusieurs bords. On voit par exemple Aymeric Caron, député de la France Insoumise, ou aussi des députés Renaissance de Paris, qui sont tous là assis côte à côte, évidemment, pour ce moment de commémoration. Il y a des invités qui sont assez classiques dans ces cérémonies, des représentants des différents corps diplomatiques. Et puis, il y a aussi ceux qui sont invités dans la tribune à côté où nous nous trouvons. Il y a notamment des jeunes, des collégiens, des lycéens qui sont venus de plusieurs régions en France, qui participent à des projets citoyens, des conseils municipaux des jeunes, et qui vont donc avoir l'occasion de saluer de saluer le chef de l'État. Ça va bien. Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Président, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, général. Je salue. Madame la Première ministre. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les ministres. Comment ça va? Ça va, bonjour à nos parlementaires élus. Madame la Présidente, à nouveau. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à nos ministres de leur présence, Président. Merci. Ça va? Je vous tiens rendez-vous très bientôt. Oui. Merci beaucoup. Bien, respect, monsieur. Comment allez-vous, Madame la ministre? Je viens de là tout à l'heure. Heureux. Bonjour, monsieur le ministre. J'aimerais une nouvelle de notre sous-officier. On n'a pas retrouvé. On va redémarrer les recherches à 2h du jour. Voilà, ça se termine donc avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Mais bien sûr, ce qu'on a scruté, ce qu'on a tenté d'entendre, c'est cet échange avec Nicolas Sarkozy. Vous avez entendu la même chose apparemment, Julien. Oui, peut-être qu'on avait envie de l'entendre. Oui, c'est ce qu'on ne sait pas, mais on sait que Nicolas Sarkozy est un habitué de ces cérémonies qu'il ne rate pas. François Hollande n'est pas là aujourd'hui. On a entendu, après ce salut chaleureux, cette poignée de main chaleureuse, on se verra bientôt. Voilà. Donc, alors, c'est pas un scoop mondial, parce qu'on sait qu'ils se voient régulièrement, ça ne sera pas un événement considérable. Mais ça veut dire que, si on avait encore un doute, le lien continue à exister et qu'ils se parlent assez souvent. Nicolas Sarkozy, on le sait, essaye, j'allais dire, de conseiller le président de la République, son successeur. Pas toujours avec succès, il n'est pas toujours entendu, en tout cas il continue. Elles sont intéressantes ces images et à chaque fois ces échanges et ces apartés. On avait vu ce qui avec les militaires tout à l'heure, on fait passer des échanges, des messages, mais aussi on adresse ces remerciements, salutations. On imagine bien que le président de la République, il n'attend pas aujourd'hui pour discuter avec le chef d'état-major des armées, il a quand il veut. Mais là on est devant les caméras, là on est dans un cadre solennel, il y a aussi un message de rendre hommage plus globalement à l'armée sous l'Arc de Triomphe. C'est important de les voir. Et là avec les politiques, c'est la même chose. Le petit sourire, la poignée de main avec Nicolas Sarkozy et en se disant on se reverra bientôt, ça envoie aussi un petit message, peut-être à la droite, peut-être à ces élus Renaissance, peut-être à d'autres présidents absents aujourd'hui comme François Hollande, mais c'est toujours intéressant de scruter et d'essayer d'entendre comme on l'a fait avec Arlette ce qui est en train de se passer. On a eu une très belle image là de ces Champs-Élysées, alors c'est vrai sans public et de l'étoile, pardonnez-moi, oui, sans public. Oui, Franck Ferrand. S'il y avait du public, on ne l'aurait pas vu de là où c'était. Là, il est en train de saluer tous les chefs de délégation diplomatique, vous voyez, les ambassadeurs, pour simplifier. Oui. Effectivement, ces salutations qui continuent, puisque c'est maintenant ce qui attend Emmanuel Macron, c'est de dire bonjour, de présenter aussi ses hommages à ceux qui sont venus sur cette place de l'Étoile aujourd'hui pour ces commémorations du 8 mai 45. Ils sont tout de même nombreux. Alors il y a les officiels et puis il y a aussi d'autres tribunes. Alors cette fois-ci avec des publics plus jeunes, notamment des classes. On sait qu'il y a des collégiens. Bon, c'est le message de la transmission de la mémoire aussi, à défaut d'être une fête populaire. Et alors encore moins aujourd'hui avec ces restrictions très strictes de circulation autour de ce périmètre des Champs-Élysées. Bon, la transmission de la mémoire, commandant Rudy, vous êtes un jeune officier de l'armée de terre, vous avez souvenir de ces 8 mai
et de l'impression qu'ils ont pu vous causer et de l'engagement aussi que ça a pu susciter chez vous? Ah oui, tout à fait. J'ai toujours été très sensible à ce genre de cérémonie. Et on parlait de la transmission, et ce qui a provoqué ou suscité mon engagement dans l'armée de terre, ça a été notamment mon grand-père. Bah oui. Mon grand-père qui a combattu, qui s'est engagé dès 16 ans dans l'armée d'Afrique, qui a fait la campagne de Tunisie, la campagne d'Italie, la campagne de France, qui ensuite est parti se battre en Indochine et en Algérie. Et c'est cette figure du grand-père, héros de guerre, qui a suscité pour moi cette envie de rejoindre les forces armées. Alors, Général Trinquant, ça nous donne l'occasion de vous poser la même question. Et mon père, capitaine, a été tué en Algérie. Mon grand-père, mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14 et en 40 ont combattu également. L'un a terminé dans la résistance et à Auschwitz, perdu 2 oncles dans la résistance. Donc donc votre famille a payé un très lourd tribut. Le poids familial est un peu... Oui. Ma mère aurait préféré que je fasse autre chose, pour vous dire. Le poids était un peu lourd. Mais au-delà de ça, j'en parle souvent parce que dans ma chambre à Saint-Cyr, enfin en préparatoire à Saint-Cyr, j'avais 2 camarades qui n'avaient absolument aucun passé militaire. Et il ne faut pas s'imaginer que tous les officiers sont des descendants d'officiers. C'est pas vrai du tout. Je crois qu'il y en a 20%. Donc il y a beaucoup de citoyens simplement qui se disent à un moment qu'ils veulent s'engager, et ils veulent s'engager jusqu'à devenir officiers ou sous-officiers ou soldats et servir leur pays. Donc certains, comme nous, ont un poids historique, d'autres en ont moins. Alors qu'on voit Emmanuel Macron continuer ce tour de la place de l'Étoile. Seconde tribune, on a vu la première, là voici la seconde, c'est à peu près 1000 places qu'il y avait autour de la place de l'Étoile. Et vous avez aperçu les jeunes collégiens et lycéens dont on parlait tout à l'heure, qui ont fait des petits signes à Emmanuel Macron. A priori, c'est par eux que le président de la République va terminer tout à l'heure, et on imagine les échanges qu'il pourrait y avoir avec cette jeunesse. On voyait l'image, ça m'a fait penser j'écoutais attentivement en début d'émission tout à l'heure à 9h ce que vous racontiez Franck Ferrand sur ces allers-retours sur l'interdiction ou pas férié ou pas férié du 8 mai entre les différents présidents de la République, et ça me faisait penser à Valéry Giscard d'Estaing qui avait dit niet sur les commémorations, sur les cérémonies, avec la justification de se dire moi je suis plutôt, c'est l'Europe, la fête du 9 mai, et je relisais un extrait où il disait quand j'ai accompagné Pompidou à plusieurs reprises, je voyais ces trottoirs vides sur les commémorations du 8 mai, donc ça m'a donné l'envie finalement. Ça c'était la version officielle, mais exactement. Je crois que le président Giscard d'Estaing était très attentif à l'amitié franco-allemande. Et à la construction européenne. Et évidemment, le 8 mai n'est pas le jour de l'amitié franco-allemande. Bon, c'est toujours Ça avait été un tollé quand il a supprimé cette fête. Il y avait beaucoup d'anciens combattants à l'époque. Oui, absolument. C'était vraiment un tollé en France, et finalement, c'est François Mitterrand, on est revenu. Alors sera-t-elle toujours un jour férié, cette fête? On sait que d'autres pays ont choisi une journée, comme les États-Unis, pour commémorer tous les vétérans. Et vous voyez, le président François Hollande qui a déjà fait un grand pas dans ce sens, puisque maintenant le 11 novembre est devenu la date de commémoration pour l'ensemble des conflits de l'histoire de France. Général Trinquant, la perspective un jour peut-être, qui sait, que cette fête ne sera peut-être pas éternelle, mais elle reprend un nouveau sens avec cette guerre en Ukraine. On est tout de même bientôt 80 ans, ce sera dans 2 ans, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. Il faut continuer, il faudra continuer à le célébrer ce jour. Écoutez, très, très difficile à dire. On voit que ces allers-retours que vous décriviez tous deux sur on rend obligatoire, on rend pas obligatoire, etc. Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Pardonnez-moi de revenir encore à la Grande-Bretagne, mais j'ai assisté au 11 novembre en Grande-Bretagne, et en 11 novembre, ce sont les civils qui défilent, ce ne sont pas les militaires. Et chez nous, évidemment, les corps constitués, j'allais dire les militaires, défilent. C'est leur devoir, mais la présence des civils dans ces manifestations me paraît extrêmement importante, parce que je rappelle que la résistance, la résilience, c'est aussi beaucoup le fait des civils. Les Ukrainiens nous le montrent tous les jours. Ce sont les civils. Bernanos disait un mot que j'aime beaucoup, il disait « pourvu que le derrière tienne », en parlant de l'arrière, pendant la guerre de 14. Et bien c'est exactement ça. On a besoin d'avoir une société civile qui tienne, et c'est comme ça que la résilience s'installe dans le pays. Justement, c'est la société civile, la très jeune société civile même, qui est en train de saluer Emmanuel Macron, alors que le ciel s'éclaircit un peu au-dessus de cette place de l'Étoile. On essaye de capter certains de ces échanges. Ça va.
allez bien? Comment allez-vous? Je vous remercie pour les pupilles de la nation. L'Algérie vous avez passé un amendement. Alors, vous avez tenu votre promesse. Merci beaucoup. Rappelez-moi à celle-ci quand c'est pas le cas, mais vous faites à chaque fois. Bonjour. Vous allez bien? Comment allez-vous? Bon, cette heure nous est familier, général. Bah oui, oui, en passant par la Lorraine, c'est quand même un... Avec mes sabots. Comment? Avec mes sabots. Oui, avec mes sabots, exactement. Tondaine. C'est quelque chose qui est très très connu. Non, mais il y a beaucoup de ces airs militaires qui sont très très connus. D'abord, il faut rappeler qu'à l'époque où il y avait le service militaire, naturellement, les gens l'entendaient souvent. Donc ils l'apprenaient, ils le connaissaient et ils le ressortaient. C'est moins le cas maintenant, mais vous voyez les calots qui sont portés par les anciens et qui représentent, alors celui-là, je ne sais pas, Véret Rouge, normalement c'est la Légion, mais je ne crois pas que ce soit un calot de la Légion. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, alors. Tout à l'heure, on voyait tous les attachés de défense, c'était intéressant, tous les attachés de défense présents à Paris. Il faut savoir que Paris est une des villes où il y a le plus d'attachés de défense. Hein, je crois que c'est Washington qui est devant et après c'est Paris. Donc cette communauté des attachés de défense est extrêmement importante. Elle est toujours présidée au passage par l'attaché de défense suisse. On considère qu'un autre, c'est quand même plus facile pour gérer les affaires. Elle est entourée de toute une communauté de renseignement. Oui, bien sûr. Oui, également, bien sûr. Oui. Alors, on continue de voir ces salutations d'Emmanuel Macron qui prend vraiment le temps. Hein. Alors, on l'a vu longuement autour de cette flamme du soldat inconnu, saluer les anciens combattants, puis saluer l'état-major des armées et maintenant les personnes présentes dans ces tribunes. On essaye encore d'entendre un petit peu ce qui se dit. Bon, c'est beaucoup de bonjour et évidemment là, on a moins le temps d'échanger. Qui suis spécialiste de l'histoire versaillaise, on cherchait toujours à savoir ce que le roi avait dit à tel ou tel courtisan. Je vois que 2 siècles et demi plus tard, ça n'a pas tout à fait changé. Alors juste deux bérets verts, vous voyez, qui sont portés de façon différente. L'un est un légionnaire et l'autre probablement un commando marine. On dit aussi qu'en Russie, on scrutait les personnes présentes et absentes dans les tribunes pour avoir une idée de l'état du rapport de force. Bon, c'est demain que la Russie va commémorer cette fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 9 mai, pour des raisons que vous nous expliquiez, Franck Ferrand, qui sont tout simplement qu'à l'heure russe, la capitulation à Berlin était signée le 9. Il y a 2 capitulations. Il y a celle qui a donc été signée le 7 mai, très très tôt le matin, à 2h41 à Reims, et puis il y a celle qui a été signée le 8 mai, très tard dans la soirée, et à l'heure de Moscou, on était déjà le 9. C'est la raison pour laquelle Staline a décrété que les commémorations auraient lieu le 9 mai. C'était toujours le 8 pour les alliés occidentaux. Voilà, c'est la Serbie. Et donc, elle a acquis, mes parents, ils ont fait, elle a 16 ans. Je vous ai apporté des œufs parce que c'était notre Pâques. Et donc, nous, on les mange au début, après, on les garde. Donc, on fait pas de et on les garde pendant 1 an. Donc, après, ils deviennent tout légers. Donc, ça fait comme si l'œuf, il devient sain. Donc, j'ai aussi donc, voilà, ça c'est un... C'est formidable. Voilà, ils ont fait pour Madame Macron. Tu veux jouer? Et voilà, donc une spécialité serbe. C'est de l'alcool serbe. Voilà, oui. Des œufs serbes. Et j'ai des œufs aussi pour les familles. Voilà. Ah, vous voulez que je les donne à qui? Ah, bah c'est à votre choix. Madame Miraillès, Patricia. Voilà, donc, pour Patricia, ça. Hein, et puis pour le général, voilà. pour le SEMA et pour la secrétaire d'État. Des œufs serbes. Voilà. J'ai... C'est adorable. Ah, merci. Donc, je vais... Oui. Donnez ça au SEMA aussi. Voilà. Oui, bah, de toute façon, là, je vais apporter pour... Formidable, regardez, elle est là. Allez la voir. Allez, merci, allez voir le chef d'état-major des armées. La secrétaire d'État, regardez. De toute façon, merci.
Merci à vous d'être là. Plaisir de vous voir à chaque fois. Merci à vous. Machallah, mon président. Ça va, mon président. Machallah. Et mes amitiés à Brigitte. La Isha. Et franchement, il faut. Oui. Mon président et que Dieu le protège. Voilà. Je veux tout cœur avec vous, monsieur le président. Et vive la France. Et vive la République. Vive le général de Gaulle. Je peux faire une bonne génération. Ça va bien. Et gros bisous à Brigitte, hein. Et vive la France. Courage à Lyon. Oui, mais on va. Que Dieu protège mon président. Nos photos, s'il vous plaît. Merci, vous êtes là aussi. Comment ça va? Vous allez bien? Allons-y. Tout va bien et la famille va bien? On peut avoir ce qu'il y a sur le... Voilà, on vient de voir une admiratrice, on peut le dire, du président Emmanuel Macron. Bon, dans cette tribune, c'est l'heure du bain de foule un petit peu pour le président. En tout cas, ça l'était dans ces tribunes qui entourent l'Arc de Triomphe. Bastien Auger, vous vous trouvez sur place. Donc à un moment plus détendu après ces cérémonies si solennelles du 8 mai. Ah, j'y manquerai pas. Merci, monsieur le président. Oui, exactement, un moment très détendu, un moment très traditionnel aussi. C'est vrai que chaque année, après ces cérémonies, Emmanuel Macron vient rendre visite à ses invités dans les tribunes officielles. Alors ce sont des invités qui viennent d'un peu partout en France, hein. Il y a beaucoup de jeunes, vous l'avez vu, qui sont des jeunes qui ont été invités pour illustrer aussi ce devoir de transmission de la mémoire. Souvent des jeunes qui participent à des engagements locaux, des conseils municipaux des jeunes, ou alors des jeunes qui ont des collégiens, des lycéens qui ont des classes, des cours spécifiquement sur les questions de défense, donc qui ont été invités à venir participer à cette cérémonie. Ils sont tous, vous l'imaginez, avec leurs iPhones en train d'essayer d'apercevoir le président de la République et d'immortaliser ce moment unique pour eux. À côté d'eux, des anciens combattants et le chef de l'État qui va bientôt prendre la direction de sa voiture et descendre les Champs-Élysées avant de prendre la direction cet après-midi de Lyon et de la prison de Montluc où il rendra hommage à Jean Moulin. Bastien continue d'assister à ces échanges avec les enfants maintenant. On continue d'assister donc à ces rencontres. Emmanuel Macron qui se trouve maintenant à côté d'enfants dans ces tribunes. On imagine quel moment pour ces enfants qui, alors eux, ils ont tout vu de près pour le coup, ces jeunes enfants. Voilà, dans cet esprit de transmission, c'est important de voir ça. Et puis quel spectacle aussi, hein, commandant Rudy. On a la garde républicaine, on a le président de la République, on a un moment républicain très fort. Oui, tout à fait. Je pense que c'est particulièrement important que les jeunes générations soient associées à ces commémorations. Et c'est tout le sens de ces commémorations. C'est le devoir de mémoire pour ne pas renouveler les erreurs qui ont été commises avant et se rappeler d'où l'on vient. Faire nation avec les anciennes générations qui ont connu ces événements tragiques, savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va et dans quelle direction aller. Merci beaucoup. Oui, Général Trinquant, un commentaire sur ces images, des enfants très jeunes qui assistent à tout ça. Oui, pour les enfants très jeunes, tout spectacle militaire est toujours intéressant pour eux. Mais là, évidemment, c'est une occasion particulière. Alors, on voit d'autres jeunes derrière. Juste un petit mot sur une discussion en ce moment très en cours sur le service national universel, qui était un projet que le président Macron, lors de son premier quinquennat, voulait porter, qu'il continue à porter, et qui s'est trouvé en but en fait aux syndicats lycéens qui se sont élevés, alors que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que autant il y a 6 ans,
il était quasiment le seul à parler du service national universel, autant depuis, tout le monde vous parle de la nécessité d'un service. Alors, sans rentrer dans le détail, quelle que soit la forme du service, etc., tout le monde pense qu'il faut un service quelconque. Et puis, les syndicats lycéens se sont élevés contre ça, avec même des manifestations. Vous voyez Madame Sarah El Haïry qui était présente, qui s'est vue opposer des manifestations, alors qu'elle venait faire de la retape pour un service national universel qui, rappelons-le, aujourd'hui, n'est pas obligatoire, et le fait simplement de volontaires. Et donc c'est intéressant de voir cette opposition qui se fait sur quelque chose qui est plébiscité. Un sondage montrait que 75% des Français trouvaient qu'il fallait remettre en place un service. Et encore une fois, je ne rentre pas dans le détail du service ni de son nom, mais voilà. Et des syndicats lycéens s'y sont opposés. Alors on va voir quelle forme il prendra pour l'année en cours. En tout cas, ça sera toujours... Vous y êtes favorable. Pour vous, c'est ça dont la génération actuelle a besoin? Oui. Alors, il y a 6 ans, je faisais partie de l'équipe qui l'avait proposé, d'ailleurs, au passage. Et il y a 6 ans, on l'avait proposé. Pourquoi? Pour éviter la fracture du pays. Souvenons-nous qu'en 2016, on était juste après 2015, les attentats, les mouvements extrémistes en France. Et donc, on l'avait créé pour ça, pour que les jeunes Français se retrouvent ensemble, apprennent à se connaître. Parce qu'aujourd'hui, je dis, quand le 9-3 rencontre le 16e, on n'a pas perdu son temps. Parce que... Et c'était aussi une des vertus du service militaire. Voilà. Mais il ne devait pas être militaire, il devait être simplement réunir les jeunes Français et puis leur offrir certaines occasions de devenir volontaires dans les pompiers, dans la police, dans l'armée, dans différentes sortes. C'était ça le projet du service national. Alors, à l'époque, on l'imaginait à 18 ans, comme le service militaire autrefois. Il a été ramené à 16 ans. Et en le mettant à 16 ans, en fait, on l'a mis sous la coupe de l'éducation nationale, puisqu'il faut le faire pendant le service national. D'où cette opposition. Alors je sais pas je sais que le président y tenait énormément. On va voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant, ça restera pour l'instant un service volontaire, bien sûr. Voilà, le président qui quitte donc cette place de l'Étoile qui vient de monter dans son véhicule.